Ok, donc on va attaquer par les actualités, et franchement les actualités c'est du poulet. Du coup Starkware on y va directement, je vais pas en parler pendant 15 jours, mais tout ce qu'il faut en retenir c'est qu'initialement le déblocage de jetons qui devait se faire en avril, donc le 15 avril je crois 2024, était de l'ordre de 13,4% du supply pour les investisseurs et l'équipe. Et bien au lieu d'avoir un déblocage direct de 13,4% du supply, on va avoir un déblocage tous les mois de 0,64% jusqu'en mars 2025, c'est-à-dire que là pendant un an ça va se débloquer léger, et après mars 2025 ça va se débloquer un petit peu plus fort, mais du coup voilà, on est sur une tokenomics qui est assez lisse. Là on le voit pas très très bien, mais tu vois c'est un déblocage qui se fait dans le temps, donc on n'a pas un supply qui va exploser d'un coup, et tout ça vous pouvez le voir sur CryptoRank, c'est ce qu'on vous montre régulièrement. Mais voilà, le but dans cette émission c'est aussi de vous apprendre à pêcher l'information de vous-même. Vous allez sur CryptoRank ou Token Unlock, peut-être un jour Coin Academy si on développe un module, et vous avez la possibilité d'avoir un visuel justement de comment ça se débloque, de chez qui ça se débloque et à quelle date. Par exemple ici vous pouvez voir que chaque 15 du mois il y en a un petit peu pour les contributeurs du départ, donc l'équipe et les gens autour de l'équipe, et pour les investisseurs privés. Donc on va avoir pendant très longtemps un peu de supply, hein. Franchement, jusqu'à début 2025, on sera à 13,6%. Donc, si les gens sont un petit peu trop accros à la capitalisation de marché, il y a peut-être un play à jouer. Alors, encore une fois, moi, je vais faire une précision. Du Stark, j'en ai. Du Stark, j'en ai. Pourquoi j'en ai? Parce que j'y crois. Voilà, tout simplement. Et du coup, mon avis est biaisé. Voilà, comme ça, au moins, on me dira pas, hein, t'es pas transparent. J'en ai, je suis biaisé, j'y crois. Reddit annonce son entrée en bourse et investit dans le Bitcoin, Ethereum et Polygon. Donc Reddit, qui est une plateforme communautaire de communication, une sorte de réseaux sociaux, hein, finalement. Le but de leur entrée en bourse, eh bien forcément, c'est d'avoir plus de budget. Et leur idée, c'est que dans les fonds qui sont générés par la plateforme, s'il y a un excédent de capital, comme écrit ici, eh bien une partie de cet excédent de capital va être investie dans les crypto-monnaies. On revient dans cette méta de 2021 où l'institutionnel, si on peut appeler ça comme ça, s'investit de plus en plus dans les cryptos. Et c'est une news qui est plutôt favorable, surtout que Reddit, c'est un peu le côté dégène Internet, donc ça colle parfaitement aux crypto-monnaies. On notera également qu'ils utiliseront le Matic pour les transactions de biens virtuels au sein de la plateforme Reddit. Donc plutôt cool. Et j'ai appris l'existence d'un jeton qui s'appelle le Donut, qui serait apparemment un donut lié au système de points Reddit. Voilà, je ne connaissais pas. Donc c'est un truc qui est ultra low cap. Je n'ai pas fait d'analyse approfondie sur le sujet. Je ne sais pas ce que ça vaut. Tout ce que je sais, c'est que c'est très très low cap. Donc pour moi, c'est du casino. C'est soit ça va à zéro, soit il y a un potentiel de multiplicateur. Je n'en ai pas. Ensuite, du coup, comme tu le disais lors de l'introduction, hein, on a le Bitcoin qui a été encore une fois critiqué par la Banque Centrale Européenne. Évidemment, hein, puisque le Bitcoin, en fait, remet les cartes en jeu. Hein. Bitcoin nous explique qu'on n'est pas obligé de forcément passer par l'État pour créer une monnaie. Et ça, c'est quelque chose qui les dérange beaucoup. Et là, on est clairement dans une opération de propagande de mauvaise foi. Je vous inviterai directement à lire la communication de la Banque Centrale Européenne, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle d'avoir un community note très fourni, puisque le community note, en fait, casse point par point ce qui est dit. Mais en gros, ils disent que c'est pour du blanchiment d'argent en citant une source Chain Analysis, alors que la source même Chain Analysis nous explique que, contrairement à la monnaie traditionnelle, les crypto-monnaies ne sont pas idéales pour faire du blanchiment d'argent. Ensuite, on nous explique que c'est pas écolo, alors qu'on a des tonnes et des tonnes de preuves que le minage peut participer à la transition énergétique. On nous explique que c'est pas une monnaie, alors que l'euro se dévalue d'année en année avec l'inflation, tandis que Bitcoin, quand on prend un petit peu de recul, eh bien ça prend de la valeur. En fait, chaque argument, c'est de la mauvaise foi pure et dure. Et c'est normal, parce qu'en fait, ils vont pas dire on est des bons à rien. Ils n'accepteront jamais de dire que c'est des bons à rien. Même si en soi, il y a pire, il y a des monnaies qui s'en sortent beaucoup moins bien que l'euro, mais on ne retrouve pas ce niveau de mauvaise foi chez les Américains, par exemple. C'est vraiment très, très européen d'avoir des arguments tels que c'est aussi sur les crypto-monnaies. Ensuite, on continue. Michael Saylor a l'intention de ne jamais vendre les BTC. Alors, on va lire entre les lignes. Comme d'habitude, c'est Michael Saylor qui nous explique que Bitcoin est un aspirateur à valeur. Et je suis totalement d'accord avec lui. Bitcoin est une preuve qu'on peut avoir une nouvelle classe d'actifs, disons ça comme ça, qui est capable de prendre de la valeur dans le sens où c'est tout ce qui est autour qui en perd. Les monnaies fiduciaires et plein d'autres types d'actifs. Donc il a fait un pari très très ballsy. Je mets mes couilles sur Bitcoin. Si Bitcoin va à zéro, je vais à zéro, je suis à la cave. Et ce pari commence à gagner. Il commence à avoir des milliards et des milliards de bénéfices. On est sur un portefeuille évalué à 10 milliards de dollars. Bien évidemment qu'un jour, il vendra ou alors il se servira de ses BTC comme de collatéral pour faire d'autres trucs. Mais c'est juste le message aujourd'hui, c'est moi, Bitcoin, il est à 50 000. C'est pas assez. 100 000, c'est pas assez. Il peut pas dire qu'il va vendre, en fait.
Parce que si Exactement. même il dit qu'il, prévoit de vendre ou quoi que ce soit, ça va aller contre son portefeuille, et ça va créer une certaine, incertitude et une épée Damoclès au-dessus de la tête du marché, quoi. Donc, en fait, il peut pas avoir un discours qui est différent, je pense. Je pense que son discours changera au fur et à mesure du temps, mais c'est juste qu'actuellement, s'il dit, «Oui, bah, je prévois de vendre, mais juste je sais pas quand» et cetera, genre, il y a un monde où juste le marché nuke parce que ça devient un gros acteur. Alors est-ce que ça a un impact moyen ou long terme sur le prix? J'en doute, mais en tout cas à court terme, ça peut vraiment shake out des gens et on se rend compte que bah, en vrai le prix à court terme, il peut tenir à des petits événements comme ça parce que jusqu'à maintenant on se disait bon on n'a plus rien au-dessus de notre tête parce que Bitcoin n'est pas une security, Bitcoin a les ETF, etc. Bitcoin n'a jamais vraiment bug ou n'a jamais eu de gros downtime, mais quand tu as des gens qui accumulent une partie du supply et que derrière ils sont en capacité de les vendre et d'avoir un impact assez significatif sur le marché, derrière ça peut être assez plus compliqué pour le marché et Oh notamment à mon court cœur terme. avec Donc un sourire. ouais. Allez, j'arrête les conneries. Non, mais clairement, moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que dans un monde où, bah, la finance, elle est de plus en plus numérique et absolument tout perd de sa valeur parce qu'on peut en créer de manière, illimitée, surtout quand c'est des produits numériques. Bitcoin, avec son supply limité, il est là pour rester. Il reste pour le moment le numéro un et je pense que un bitcoin à 5 000 $, il y a rien de déconnant. À quel horizon de temps, je ne sais pas. Même à 200 000 $ en réalité. Mais quand je vous dis ça, je vous dis pas en 2024, même si ça peut arriver. Je vous dis juste que ça arrivera. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des investissements, bah franchement, Bitcoin, c'est quand même à privilégier. Après, c'est mon avis biaisé, bien entendu. Ensuite, AMD et Wormhole annoncent un partenariat pour révolutionner l'interopérabilité blockchain. Alors, pour une fois, le fait que j'aime beaucoup tout ce qui est hardware, CPU, carte graphique et compagnie va m'aider à mieux décortiquer cette annonce. Donc, en fait, il faut savoir, je vais vous expliquer tout le contexte. AMD, c'est quoi? AMD, c'est une entreprise qui fait des composants informatiques, principalement des processeurs et des cartes graphiques. Mais ils ont fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Xilinx en octobre 2023. Donc Xilinx AMD. Alors je vais plutôt taper AMD rachète Xilinx. Donc Xilinx, c'est une entreprise spécialisée dans le FPGA. D'ailleurs, putain, je croyais que l'achat il était 35 milliards, mais je lis ici qu'il aurait été clôturé à 50 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, il y a une entreprise qui envoie 50 milliards de dollars pour en racheter une autre. Non, mais c'est pas un achat de petite start-up là. On est quand même sur quelque chose de Sur très du gros, violent. ouais. C'est comme quand Nvidia a tenté de racheter ARM. Bon, ça s'est pas fait, mais ça Mais a failli se faire. 50 milliards, c'était plus que la dernière valorisation de Twitter, par exemple, de mémoire. Ouais, Twitter, c'était ouais, tout 44 à fait. milliards ou un truc dans ces eaux-là, quoi. C'est ça, 42 ou 44, c'est ça. Donc les FPGA, c'est quoi? Eh ben, rien de voir un dessin pour vous expliquer. En fait, quand vous utilisez des composants pour faire des calculs, on va dire le composant le plus flexible, c'est le processeur. Avec le processeur, tu peux tout faire. Et d'ailleurs, si je dois faire le parallèle avec les crypto-monnaies, quand tu mines une nouvelle crypto-monnaie en proof of work, très généralement au tout début, la seule façon de le miner, ça va être avec le processeur. Et c'est seulement plus tard que des développeurs vont s'amuser à faire un logiciel pour pouvoir miner avec la carte graphique. Et très souvent, dès que le logiciel sort pour la carte graphique, ça explose le processeur parce que la carte graphique elle est plus puissante pour une consommation équivalente. Et bah justement, toujours dans cette logique-là, on a le FPGA. C'est-à-dire que le FPGA, ça permet de faire des calculs encore plus spécialisés, pas aussi spécialisés qu'un ASIC, mais c'est voilà, c'est bien plus proche de l'ASIC que ça l'est du GPU. Donc en fait, de ma compréhension, quand on parle de cette annonce, eh bien, on va avoir AMD qui va se servir justement de son acquisition de Xilinx pour commencer à faire du matériel spécialisé pour tout ce qui va être zero knowledge proof. C'est ce qui nous explique ici, client léger à connaissance zéro. Donc, je pense que là, on a une première annonce où on va avoir un protocole Wormhole qui va évoluer et qui va intégrer la technologie d'AMD. Et qu'une fois qu'AMD va se faire la main avec Wormhole, ils vont faire des partenariats avec tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une interview avec Abdel, Abdel nous disait que générer des preuves ZK en grand nombre, ça demande un parc informatique de fou furieux. Parce que ça demande vraiment une grosse puissance de calcul. Donc je parle de générer des preuves, pas de les vérifier. Vérifier, c'est très léger. On va commencer à voir, je pense, du matériel spécifique pour la génération de preuves zero knowledge. Le FPGA devrait en faire partie. Et donc, comme Nvidia, eux, en ce moment, ils mangent comme des cochons sur l'IA, et ben peut-être que AMD va pouvoir manger comme un cochon sur le matériel pour le ZK. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais Donc, pour moi, c'est big. c'est quoi le rapport en fait entre Wormhole et du ZK? Enfin, est-ce que genre le ZK est Ben, intégré dans leur façon d'opérer, tu vois, à Wormhole? ouais, Ou c'est ça. est-ce que C'est ce pour serait utile à autre l'interopérabilité. chose? J'avais pas suivi. C'est pour, Ok.
c'est pour de la communication. En gros, tu vas voir de plus en plus que le ZK va être utilisé pour permettre facilement d'avoir une messagerie cross-chain entre différents roll-up ou différentes blockchains de manière générale. On va avoir du ZK de plus en plus partout et ça va nous permettre d'unifier les liquidités, par exemple. Ça va nous permettre de bridger de manière trustless. Qu'est-ce qu'il faut en Wormhole aujourd'hui? Wormhole, ils permettent de bridger des fonds d'une blockchain A à une blockchain B. Et donc, je pense qu'ils vont le faire avec du ZK. Et donc, il va avoir de plus en plus besoin de générer des preuves, vérifier les preuves, générer des preuves, vérifier les preuves. Donc, tout ce qui va être Bridge, Oracle, Layer 2, etc., tout le monde va utiliser du ZK. Avail, ils vont utiliser du ZK d'ailleurs. Donc, est-ce que ce serait pas le bull run du ZK, tu vois? Et est-ce que justement, AMD va pas rentrer de plus en plus dans le marché des crypto-monnaies? Là, je parle vraiment aussi bien du marché crypto que des gens qui s'intéressent au hardware, peut-être de ma communauté gamer. Tu vois, quand tu regardes AMD Stock, c'est ce que je tweetais tout à l'heure, l'action en bourse d'AMD, elle a explosé. C'est-à-dire qu'on a eu un moment où Intel, quand ils ont sorti les i3, i5, i7, ils ont totalement mangé AMD. AMD est parti à la cave, tu vois, c'est tombé au plus bas autour des 2 dollars et quelques. Ensuite, ils ont sorti les processeurs AMD Ryzen, ça leur a permis de faire de l'argent. Ensuite, ils ont pu évoluer au niveau des cartes graphiques et se remettre au niveau par rapport à Nvidia. Et là, on va commencer à avoir en plus des infrastructures serveurs, en plus des PC portables, du FPGA et du FPGA pour tout et n'importe quoi. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment un partenariat qui est lourd. On parle quand même d'AMD, c'est un des plus gros constructeurs du monde pour des composants. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du brassage de vent. Tu as beaucoup de gens qui font preuve de scepticisme par rapport aux crypto-monnaies. Mais si on n'avait pas eu les crypto-monnaies, si on n'avait pas eu toute cette spéculation, jamais on aurait fait avancer les zero knowledge aussi vite. Et pourtant, des zero knowledge, on en parle depuis les années 80, visiblement, dans des papiers académiques. Ensuite, donc, Greg Solano, qu'on a eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs lors du NFT Paris de l'an dernier, reprend le poste de PDG de Yuga Labs. C'est-à-dire qu'il était toujours autour de l'écosystème Yuga Labs, donc les NFT Bored Ape, etc. Mais il a occupé un autre poste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bear market, il a été très violent pour l'écosystème des NFT. Les Bored Ape étant un peu une des vitrines de cet écosystème, je pense que là, ça ne peut pas continuer plus longtemps. Donc, il a décidé de reprendre les rênes. Et dans sa communication, il a bien expliqué que les Bored Ape vont essayer, enfin, l'écosystème Yuga Labs va essayer d'être plus crypto-natif. Donc revenir peut-être plus à des fondamentaux, peut-être qu'ils vont nous parler d'airdrop, de trucs comme ça, j'en sais rien. Mais on va avoir également une communication beaucoup plus poussée sur leur métaverse Otherside parce qu'effectivement on a eu une communication à l'époque. Et puis après, plus trop. Hein. On a eu des nouvelles par rapport au NFT. T'as quand même de. Je pense qu'ils étaient surtout en train de développer ce métaverse-là en fait. Ça prend du temps de faire les choses proprement et ils l'ont fait en plusieurs parties avec ce qu'ils appellent les voyages et avec des expériences qui sont différentes à chaque fois. Moi je pense juste que peut-être que l'ancienne PDG, l'ancienne CEO s'est un petit peu laissé aller ou qu'elle n'était pas assez proche de la communauté d'une certaine manière ou que ça représentait pas assez le Bored Ape Yacht Club et que derrière ils ont vu des collections comme les Pudgy Penguins, etc. Commencer à les flip sur le floor price ou ce genre de choses. Je pense que ça a été un des signaux comme quoi ça traînait un petit peu la patte et je pense que sincèrement c'est une très bonne chose pour l'écosystème Bored Ape. On verra comment le marché l'apprécie ou pas. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, très sincèrement. Ensuite, je vais vous parler d'Ariani. Donc, Ariani, qui est une entreprise faite par des Français qui ont fait un focus sur le luxe. Alors, d'ailleurs, j'en profite, on avait fait une interview qui est superbe de l'équipe, qui est disponible sur la chaîne de Coin Academy, où j'interview un des membres fondateurs qui va nous parler de tout ce qu'il faut en fait. Donc, gros focus sur le luxe, la tokenisation, ça peut être les montres, ça peut être plein d'autres choses. Et donc, en fait, ils ont développé leur propre protocole avec leurs propres jetons, leur propre tech, et ils ont choisi d'aller plus loin dans cette annonce récente en proposant une future app chain, même un écosystème d'app chain basé justement sur le Polygon CDK. Donc déjà, pourquoi Polygon? Parce qu'ils ont déjà bossé avec Polygon et que du coup ça leur parle, mais aussi parce que Polygon propose aujourd'hui un AG layer, donc une couche qui unifie les liquidités au sein même de l'écosystème Polygon. Ça veut dire que Ariani pourrait très bien avoir la possibilité pour toutes les appchains qu'il va lancer, donc par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, un client Louis Vuitton, un client Hermès, un client ci, un client ça, de pouvoir faire fonctionner la tech les uns avec les autres parce que tu vas avoir justement cette messagerie cross-chain qui va le permettre. Il est question aussi de réglementation européenne sur ce qu'on appelle les passeports de produits digitaux au Digital Product Passport ou DPP. Et donc, ils vont pouvoir proposer justement des app chains, c'est-à-dire des layers 2, des layers 3, peu importe, qui sont complètement compliant avec la réglementation européenne. Donc, encore une fois, on va avoir progressivement des entreprises
du monde réel qui vont proposer à leurs clients de pouvoir certifier la valeur de leurs produits via la blockchain. Et tout ça avec des technologies nouvelles proposées par Polygon et par d'autres. Insolite, j'ai fait mon journaliste. La nouvelle vie de Sam Bankman-Fried en prison. Alors c'était juste pour le lol, pour vous en parler rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu passer la photo. On voit Sam qui a perdu un peu de poids, avec des mecs un petit peu gangsters. D'ailleurs là on a la photo qui est floutée, mais on peut la trouver sans le floutage des visages, je crois. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est que ça a l'air de plutôt bien se passer en prison. De toute façon, j'ai jamais douté du contraire, puisque généralement quand tu es un escroc de la finance, tu as plutôt le respect des gens autour de toi, parce que voilà, t'as violé personne, t'as tabassé personne, t'as fait mal Après, à t'as peut-être volé personne les à familles part des gens, Nico hein, donc. Corbeil. Ouais, mais les gens, ils arrivent pas à faire ce concept-là, il rentre pas dans la tête des gens, tu vois. Mmh, Bah c'est- regarde Marco Mouli, hein, c'était. il a volé des milliards, on l'invite sur TPMP et tout le monde lui suce la bite, hein. Donc j'ai envie de te dire, les gens, ils arrivent pas à comprendre Ouais. ce concept. Ouais, enfin, moi, je serais à la place de Sam, s'il y avait des mecs en prison, qui s'étaient fait voler, où il y avait, je sais pas, des membres de leur famille qui avaient investi sur FTX et cetera, je suis pas sûr que ça se passe très bien non plus. Donc, après à voir, il était pas, enfin, il est dans une genre prison genre de riches, ou enfin ça a pas l'air? Je sais Je pas. sais pas, moi je pense qu'il est dans une prison average et juste bah il fait copain avec des mecs. Alors d'ailleurs apparemment il y a eu une interview qui refaisait un peu l'histoire de l'ascension et la chute de FTX qui a été faite par Michael Lewis. Il l'aurait regardé en prison et les autres détenus se seraient foutus de sa gueule en mode qu'est-ce que t'as fait mec, c'est absolument incompréhensible les choix que t'as fait et comment t'as pu te mettre avec Caroline Ellison. Bref, voilà, donc c'était juste histoire de vous faire un petit fait divers pour une fois parce que Sam nous a bien niqué, donc on a bien le droit de rigoler un peu sur sa gueule pendant 5 minutes. Ensuite, préfigure d'un marché haussier, exode massif de BTC. Alors là, c'est juste pour vous dire que bien progressivement, on en revient peut-être à FTX hein, finalement, les gens sortent de plus en plus leurs fonds des exchanges pour les mettre sur des ledgers, sur des wallets. Et en l'occurrence, bah là, les fonds, enfin les bitcoins en réserve sur Coinbase sont au niveau les plus bas depuis l'année 2015, donc vraiment il y a très longtemps, bien avant l'adoption massive des crypto-monnaies. Plutôt positif, je sais pas pourquoi ça se fait, pour plusieurs raisons sans doute. Déjà, les gens commencent à comprendre que l'intermédiation, c'est pas top. Donc c'est bien pour racheter la crypto, mais une fois que tu l'as acheté sur un Coinbase, un Bitpanda, peu importe, tu le mets au chaud, tu gardes les clés privées, comme ça tu possèdes la monnaie. Ça, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, que ce soit pour le prix, ou que ce soit pour la sécurité, des différentes personnes qui détiennent des cryptos, je pense que c'est plutôt, une bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup toujours hein, de nous écouter. Si vous êtes sur YouTube et que vous aimez cette émission, bah, mettez un petit like maintenant, un petit commentaire pour nous soutenir. Et on enchaîne. Donc, on a Avail qui arrive. Je peux vous dire un truc. Nous, on est très boule sur Avail. Et on a eu la chance de pouvoir avoir accès à des informations qui ne sont pas encore publiques. Donc, on ne peut pas vous les partager. Mais par contre, ce que je peux vous partager, c'est que franchement, c'est un banger. C'est un putain de banger. Et quand ils vont nous sortir, là, je pense savoir ce que c'est les trois cartes. Si c'est vraiment ce que je pense, l'annonce, elle va arriver demain. Donc, si vous écoutez cette émission, elle sera peut-être déjà publique sur YouTube. Ça va être un putain de poulet. Je vous donne juste le contexte. Avail, c'est un projet qui s'appelait initialement Polygon Avail. C'est le cofondateur de Polygon qui a créé ce projet. Et si justement c'est devenu un projet à part entière, c'est parce que ça va devenir une pierre angulaire de l'écosystème. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Parce que ça va aller bien au-delà de Celestia. Ça va aller bien au-delà de ce que peut proposer Celestia. J'en dis déjà un petit peu trop, mais bon, de toute façon, on ne peut pas spéculer sur le jeton. On peut s'attendre à un airdrop aussi. Peut-être pour les stakers de dimension. Est-ce que le snapshot a été pris? Je ne sais pas. Cette information, on l'a pas. C'est une spéculation. Mais en tout cas, Avail, je suis très, 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 très boule. Donc, suivez-les. Suivez Avail Project sur Internet. Faites-le. Je vais parler maintenant d'Ultra. On devait vous sortir un trade sur Ultra. Malheureusement, j'ai été un peu en galère, mais je m'en occupe pour demain ou voilà, lundi pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Mais je vais quand même vous parler de tout ce qui s'est passé. Alors, ils ont sorti une roadmap, j'y viens, mais je crois qu'au-delà de la roadmap, moi, ce que j'ai le plus kiffé, ça a été l'annonce d'Immutable X. Parce que justement, on revient dans cet esprit crypto, ça me fait kiffer. Immutable, qui est donc un écosystème blockchain pour les jeux Web3, parle d'Ultra comme d'un partenaire. Parce que Immutable, c'est une couche blockchain, c'est une marketplace de NFT, mais c'est aussi un écosystème de jeux. Et donc ce partenariat, c'est pour dire quoi? C'est pour dire bah, justement les jeux Immutable vont arriver sur Ultra. Parce qu'au final, Immutable se présente pas vraiment comme un distributeur de jeux vidéo. Donc il y a Ultra, je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y avait Naka, il y a peut-être Elixir, etc. Je ne sais pas. Mais du coup, eh ben, on va probablement voir de plus en plus de jeux sur Ultra. Et moi, le premier jeu Immutable qui me vient en tête, c'est Illuvium.
Donc si on peut voir Illuvium sur Ultra, ça ferait du bien, hein, parce que ça se marierait très bien. On aurait un jeu Web3 qui est gratuit d'un côté et une plateforme de distribution d'un autre. Donc affaire à suivre. Il faut savoir que cette communication, elle part de là aujourd'hui, où en fait on a tu vois, là on a c'est Naga, c'est pas Naka, pardon. On a justement toutes les plateformes de distribution de jeux, et notamment Epic Games, mais je ne vois pas les concurrents d'Ultra, donc il y a peut-être cette petite Il manque exclusivité Elixir, par à exemple? faire. Ouais, Ouais. Elixir, je pense à Hyperspace, etc. Donc ouais, très intéressant. On en saura probablement plus très très bientôt. Ensuite, donc la nouvelle roadmap d'Ultra. Donc j'ai pas encore le trade en français, mais j'ai le trade en anglais. Permettez-moi de vous en parler parce que franchement, j'ai trouvé cette nouvelle roadmap très sympa. Je tiens à faire une précision. Donc d'une, j'ai de l'Ultra. De deux, je bosse avec Ultra depuis 1 an. Je suis ambassadeur d'Ultra. Je m'entends très bien avec le CEO que j'ai interviewé plusieurs fois. Ultra a déjà sponsorisé notre seule conférence qu'on a fait sur Paris. Et donc Ultra, c'est quoi? C'est une plateforme de distribution de jeux couplée à une blockchain, une marketplace NFT, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette roadmap 2024? Ils nous expliquent qu'il va y avoir plus de jeux qui vont arriver, des nouveaux partenariats sympas avec des gros studios, mais aussi des studios indépendants. On nous apprend qu'il va y avoir une refonte totale du client. Je pense que ça va plaire à tout le monde parce que jusqu'à présent, on était sur un client Chromium. Là, on passe... non, oui, si, il y a un client Chromium. Là, on passe sur un client Electron. Donc, c'est la même base que Discord, par exemple, ce qui va permettre d'avoir un client qui va mieux s'adapter à du Linux, à du Apple, à du web, etc. Et qui va leur faciliter grandement aussi les développements. Donc, ça va pouvoir délivrer beaucoup plus vite. Et ça va aussi, du coup, faciliter derrière l'intégration avec des développeurs de jeux, des studios de jeux, etc. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ultra manquait aussi d'une fonctionnalité pour interagir avec les autres personnes sur Ultra. Donc, tu sais, ajouter des amis, envoyer des messages, etc. Tout ça, ça arrive. Ça arrive courant 2024 normalement. On nous apprend aussi que la blockchain va s'ouvrir parce que jusqu'à présent, c'était pas vraiment open source. On avait de l'information disponible en ligne, mais là, ça va vraiment devenir beaucoup plus ouvert. Donc, les gens vont pouvoir construire leurs propres applications en surcouche et l'écosystème va devenir multi-chain aussi. D'où cette logique justement avec Immutable X. Donc il y a tout qui pète d'un coup. Je ne sais pas depuis combien de temps ils nous cookent ça, mais je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup, si on peut avoir un lien avec Immutable, un lien peut-être avec Oasis, un lien avec, je ne sais pas, Beam, etc., on est vraiment dans cette logique Web3. Parce que souvent on se pose la question, ouais, mais les jeux Web3, ça sert à quoi au final? Et ben, faut voir ça un peu comme un gros péage. Dans le monde du Web2, un jeu vidéo, il fait quoi? C'est soit il est payant tout de suite ou avec un système d'abonnement, soit il est gratuit et en fait on gagne de l'argent avec des microtransactions comme des skins, ce genre de choses. Dans le monde du Web3, on veut pas la jouer comme ça. On veut essayer d'avoir un jeu où en fait les gens viennent et repartent et viennent forquer le code ou prennent les actifs et les exportent sur d'autres écosystèmes. Donc c'est vraiment, c'est un grand moulin en fait, un jeu sur le Web3. Donc c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir. On va avoir des nouveautés par rapport à l'Ultra Arena et on va avoir une refonte de la tokenomique du jeton. Donc on va probablement avoir plus de fonctionnalités liées au jeton pour donner plus d'avantages liés au jeton. Dernière petite chose, le CEO d'Ultra nous a expliqué qu'il va y avoir un airdrop. On ne sait pas encore comment. On sait juste que ça va être un très gros airdrop qui va toucher beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Je me permets de vous mettre un lien dans le chat qui est un lien à moi pour me soutenir. C'est une inscription qui est gratuite. Voilà, que vous passiez par moi ou pas, ça n'a pas d'importance, ça ne va pas changer grand-chose. Mais moi, ça me change beaucoup parce que ça me permet de montrer que je pousse bien le projet. Et donc, moi, ce au quoi je m'attends pour l'airdrop, si je devais m'avancer, ça va surtout être lié à leur marketplace de NFT et leurs partenaires. Donc, dans les partenaires, on a par exemple Agoradex, qui est un DEX construit sur Ultra, qui est incubé par Swissborg. Donc peut-être qu'il va y avoir des trucs par rapport à cette information-là. Mais là, quand je dis peut-être, c'est pas je vous mens droit dans les yeux. Je n'ai absolument aucune information vis-à-vis de l'airdrop. Mais c'est une affaire à suivre. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.